Bonsoir, heureuse de passer ces 2 heures avec vous pendant cette semaine. Je vous rappelle qu'il y aura une émission vendredi soir. Et puis vous le savez, ici on parle de vous, de votre vie, de ce qui vous rend heureux ou vous préoccupe. Et puis on parle aussi beaucoup d'amour. Parce qu'on le sait tous, l'amour est une des expériences les plus douloureuses de la vie. Et à ce sujet, je voudrais vous parler ce soir d'un très beau livre écrit par l'écrivain et philosophe Alain Badiou, paru en 2009, et ça s'appelle « Éloge de l'amour ». Et dans cet éloge de l'amour, il nous dit que l'amour est menacé par le zéro risque, où chacun cherche plus à se protéger qu'à véritablement partager. Il nous rappelle quelque chose d'essentiel, à savoir que l'amour est une aventure obstinée, c'est joli comme formule, que sa durée nous est posée d'emblée comme un défi et que tout amour propose une nouvelle expérience de vérité sur ce que c'est d'être deux et non pas un. C'est l'égoïsme qui est l'ennemi de l'amour, non un ou une rivale. L'ennemi principal, celui qu'il faut vaincre, ce n'est pas l'autre, c'est le moi qui veut l'identité contre la différence, qui veut imposer son monde contre celui qui se construit dans la différence. Il y a donc dans tout amour un travail et non pas seulement un miracle. Alors parlons ensemble, si vous le voulez, de ce travail et de ce miracle. Ce soir, c'est Assiba et Julie qui reçoivent vos appels au standard sur le 39 21 et puis notre Fifi, Philippe Chartier, qui réalise cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir à tout moment à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit. J'attends vos appels sur le 39 21. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Sophie. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. J'appelle pour un... En fait, c'est... Comment dire? C'est un souci familial. Oui. En fait, j'ai 2 sœurs et une maman. Donc, malheureusement, mon papa est décédé quand j'avais 10 ans. Et en fait, on a pris... quand mon papa est décédé, on a pris des chemins assez différents. On ne s'est pas côtoyé beaucoup. Et donc, la chose, c'est que moi, entre-temps, je suis devenue bipolaire. J'avais déjà appelé à l'émission pour en parler de ça, mais voilà. Donc, je n'ai pas les mêmes moyens financiers que ma maman et mes 2 sœurs. Et donc, j'ai ma grande sœur qui habite à La Réunion et la petite qui est artiste, qui a une belle carrière, on va dire, qui est à Hollywood. Et en fait, ma maman et mes 2 sœurs dès qu'elles peuvent, dès qu'elles ont le temps, elles voyagent, elles prennent l'avion, elles se voient les unes les autres. Mes 2 sœurs, là, sont à Hollywood pour fêter le jour de l'an. Et moi, je me sens exclue parce que, malheureusement, avec ma maladie, je suis limitée au niveau travail. Oui, donc au niveau financier. Et moi, quand il y a ces conversations, quand la famille est réunie, je me sens exclue, quoi. Ouais. Vous avez quelle maladie, Anne-Sophie? Je suis bipolaire. Oui. Et donc, je suis limitée à 20 heures semaine. Donc, pour l'instant, j'ai pas retrouvé de travail. Oui. Et je cherche, mais voilà. Oui, et puis il y a le traitement. Oui. Voilà, c'est le traitement qui me fatigue énormément. Oui. Donc, je ne peux pas travailler beaucoup. Mais le fait, la fatigue, ça se voit pas. Oui, mais oui. Hein, mais oui, vous le ressentez. Mais oui. Donc, ma sœur, par exemple, ma petite sœur qui était en France il y a 1 an et demi de ça, donc... on était au restaurant, et il restait 5 minutes avant qu'elle parte pour Hollywood, et elle me dit, de toute façon, c'est malsain de vivre avec des aides, c'est de ta faute. C'est quoi, Pardon. C'est malsain de vivre avec des aides. Oh. Voilà. Donc oui. moi, je suis restée avec ça à travers la gorge. Oui. Voilà, quoi. Et en fait, c'est de ma faute, quoi. Je pourrais tout à fait travailler. Oui. Donc, j'ai eu... Évidemment, en fait, le stress déclenche mes phases. Mais oui, puis vous illustrez très bien, Anne-Sophie, ce que beaucoup vivent, qui est une société de la performance où il y a une injonction, une obligation à être un individu autonome, performant, qui réussit. Alors, il y a beaucoup de gens qui arrivent à qui ça convient, mais on est humain, pas tous égaux devant ça et face à ça. Et la vulnérabilité, ça existe et c'est important de savoir la reconnaître. Mais oui. C'est ce qui nous rend humains. Donc votre sœur, c'est vrai, tient des propos très très durs vis-à-vis de vous. Alors ma maman après, alors évidemment, elle l'a pas contredit devant moi. Et après elle me dit oui, mais elle peut pas savoir, elle peut pas comprendre.
Ah oui, mais votre maman peut lui expliquer. Voilà, mais moi, ma maman, elle m'a déjà dit, de toute façon, on peut avoir plus d'affinité avec un enfant qu'un autre. Voilà. Ouais. Donc moi je me sens un petit peu à l'écart de tout ça, quoi. Ouais, je comprends. Et vous avez essayé de parler un peu là, ce que vous me dites, de ce que vous ressentez, de ce que ça provoque chez vous, ces facteurs de stress. Essayez de leur faire comprendre un peu ce que vous vivez, vos difficultés. Quand elle m'a dit ça, il restait 5 minutes, on était au café, au restaurant, voilà quoi. C'est une histoire de 10 ans qu'on raconte pas en 5 minutes, quoi. Oui, mais c'est vrai que je suis courageuse, on me l'a souvent dit. Oui, ça s'entend. Et par exemple, mon BTS, je l'ai passé en 4 ans parce qu'aux examens, j'ai été hospitalisée. Donc j'ai recommencé en alternance et là, à la deuxième année, j'ai étudié à l'hôpital, quoi. Et on parlait seul à seul avec votre maman pour être un peu une médiation et qu'elle puisse expliquer à vos sœurs. Est-ce que ça c'est... Ouais, mais ma maman a dit, moi, à ton âge, j'avais pas d'argent, je voyageais pas. Voilà. Oui, essayez peut-être de parler, parce qu'elle connaît vos difficultés, votre maman. Ah bah bien sûr, hein, c'est la première concernée. Hein. Surtout qu'on habite dans la même ville, en plus, ma maman et moi. Oui. Donc, et puis, c'est comme ma petite sœur, elle a un ami qui est fortuné, parce qu'il est artiste aussi, plutôt reconnu. Et il m'a dit, mais pourquoi tu voyages pas dans le monde entier? Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez? J'ai dit en rigolant, je peux pas, j'ai mon chat. Voilà, parce que j'étais chez mes grands-parents et je voulais pas faire de polémique, quoi. Ouais. Mais sans faire de polémique. On n'est pas sur la même planète. Oui, quoi. C'est vrai, vous avez raison, mais sans faire de polémique, vous pouvez leur apporter beaucoup en parlant un peu de vous, de ce que vous vivez. Ça leur ouvrira un peu l'esprit sur la difficulté qu'ont certains et ça pourrait leur donner un peu d'humanité à vos sœurs. Ouais, mais moi je gagne 10 €, ma sœur elle en touche 100, quoi. Oui, mais justement ça peut se dire, ça, Anne-Sophie, ça peut se dire. Peut-être que vous osez pas, peut-être que vous faites un peu un complexe par rapport à elle et que vous osez pas. Complètement, oui. Complètement. Oui, comme si vous sentez inférieur. Oui, c'est ça. Ah oui, complètement. Mais oui. Or vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous vivez autre chose et autrement. Vous avez d'autres choix. Vous avez cette difficulté à vivre et elle pourrait apprendre beaucoup de votre situation. C'est peut-être ça le chemin que vous pouvez faire en vous-même, vous dire que vous pouvez leur apporter quelque chose. Et sans doute quelque chose qu'elles n'ont pas. Mais je les vois pas beaucoup, c'est ça le truc. Ouais. Mais le peu que vous les voyez ou quand vous voyez votre maman, voyez, c'est pas à revendiquer votre difficulté, hein. C'est pas en termes de révolte ou de revendication, ce dont je vous parle, mais c'est d'arriver à les toucher, à toucher l'être qu'il y a en elles. Et pas vous défiler, parce que c'est pas en vous disant que vous autorisez pas. Vous voyez, comme si elles avaient le droit, parce qu'elles ont des critères de réussite qui conviennent à la société d'aujourd'hui, et que vous, ça vous donne pas le droit de parler de vous. Bah oui, moi je m'efface un peu, quoi. C'était super à la réunion, on a fait ci, on a fait ça. J'ai passé la soirée avec telle star. Enfin voilà. Vous avez peur de gâcher la fête? Vous avez peur de... j'aurais pas dû tomber malade, je crois. Hein. C'est ça le truc. Ah on choisit pas, Anne-Sophie. Non. Vous savez... C'est un peu ce que j'entends, quoi. C'est un peu ce que je comprends en tous les cas. Oui, on cherche à vous rendre responsable. Oui. Vous voyez, dans les familles, quelquefois, il y a comme ça ce qu'on appelle un petit mouton noir qui prend pour tout le monde. Vous voyez, en fait, et il faudrait qu'ils comprennent que votre maladie, ce que vous vivez, c'est quelque chose, c'est une expression d'un mal-être du groupe et pas juste le vôtre. C'est-à-dire que votre difficulté, elle leur appartient également. C'est pas un terme de responsabilité, mais enfin si, un peu dans le sens, c'est un grand auteur russe, Dostoïevski, qui disait qu'on est aussi responsable de la souffrance des autres, dans le sens, on est avec eux, on est humainement tous reliés par ça. Et ça, vous avez quand même un rôle à jouer là-dedans, de leur faire comprendre ça, ou d'essayer de faire passer ce message-là. Et pour vous, ce serait bien. J'imagine que vous êtes en thérapie à côté. Oui, bien sûr. Oui. Avant, c'était toutes les semaines. Maintenant, c'est tous les 3 mois, quoi. Et si vous demandiez à votre thérapeute de vous aider là-dessus, vous voyez, sur le fait d'arriver à avoir votre place, et que ce que vous vivez est aussi quelque chose, un symptôme de toute la famille.
de voir avec votre thérapeute comment travailler là-dessus. Ce serait intéressant, non? Oui, c'est sûr. C'est vrai que j'ai changé de thérapeute il n'y a pas longtemps et c'est vrai qu'on parle beaucoup du traitement et très peu de ma vie personnelle. Ah, ce serait bien. Mais ouais, vraiment, c'est vrai. Ouais, parce que ce que vous vivez, sachez que toute votre famille le vit, sauf qu'ils veulent pas, ils sont dans le déni et ils vous le renvoient parce qu'ils veulent pas en avoir leur part dans ce que vous vivez. Donc c'est facile de vous mettre tout sur le dos, mais du coup ça fait de vous le réceptacle de tous leurs problèmes à eux aussi. En fait, c'est un peu comme si vous portiez à vous toute seule tous les soucis de la famille. Et souvent, on voit ça dans des fratries. On voit un enfant qui prend sur lui tout un mal-être du groupe. Et c'est celui qui tombe malade, comme par hasard. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est le plus fragile, ça c'est clair. Oui, mais votre fragilité, elle doit servir aussi à tout ce groupe familial parce que ils en ont une aussi, eux. Vous voyez, il se trouve qu'ils se sont mis des carapaces tous, et puis voilà, et puis qu'ils réussissent et tout ça, donc ça leur cache en fait. Donc ils préfèrent vous rejeter parce que vous leur faites peur. En fait, vous leur faites très peur. Donc oui, vous leur faites peur parce que bien sûr que inconsciemment, humainement, ils ont, on a tous des fragilités. Vous inquiétez pas qu'ils en ont aussi. Vos sœurs en ont aussi. Non, mais ce qui a joué, c'est que mon papa est décédé quand j'avais 10 ans et j'ai appris à 17 ans la vraie version des choses. Je suis tombée malade à 18. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc, bon... Et on vous avait caché quelque chose? On m'a laissé croire que c'était un accident, alors que c'est lui qui avait décidé. Et ça me suis dit, mais sur quoi ils m'ont menti aussi, quoi. Oh là là. J'ai tout remis en cause. Et vos sœurs savaient? Vos sœurs savaient, elles? Oui, bien sûr. Et vous étiez la dernière, Anne-Sophie? Non, la deuxième. Je suis au milieu. Et à 17 ans, on m'a dit, mais non, mais il s'est suicidé, papa, tu savais pas. Oh là là, et vous l'avez appris comme ça? Oui, non, en fait, c'est mon beau-père qui avait... ma maman s'était remariée. Et il y a une soirée où ça a crashé, et puis j'étais en larmes, et puis j'ai dit, pourquoi papa n'est pas là? De toute façon, il n'y aurait pas eu l'accident. Puis ma soeur m'a dit, mais c'est pas un accident. Voilà, c'est passé comme ça. Dans la violence, quoi. Dans la violence. Dans la violence. Mon beau-père m'avait poussé, il m'avait fait très mal au genou. C'était une horreur, quoi. Oh là là. Soirée cauchemar, quoi. Mais c'est comme ça que j'ai appris que mon papa s'était suicidé, quoi. Donc ça remet tout en cause. Mais oui. Et votre petite sœur, elle savait? Les deux sœurs savaient? Oui, tout à fait. Et comment ça se fait que vous... Je sais pas. Ah ouais. Mais ça a été un tabou total, mon papa. Ah oui. Un tabou total, dès qu'on en parlait, les visages se fermaient. Ma maman dit que non, c'est pas vrai. Mais quand on fronce les sourcils et qu'on regarde pas dans les yeux, c'est révélateur. C'est qu'on n'a pas envie d'en parler. Donc c'est resté comme ça. Et puis mes deux sœurs sont parties à l'autre bout de la planète et je les vois plus. Et maintenant elles se voient l'une l'autre et je les vois quand elles viennent voir ma maman. Et oui, mais parce qu'on est dans la... Mais ils viennent pas chez moi, quoi. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, Anne-Sophie, parce que vous avez parlé, vous voyez, de tabou. Moi, je vous parlais de déni. En fait, vous êtes celle qui révèle, vous voyez, et vous êtes celle par votre maladie qui révèle aux autres, finalement, leur propre maladie, c'est-à-dire leur façon à eux de se cacher la douleur et la souffrance. Et vous la portez pour le groupe. Donc vraiment, je vous engage à travailler là-dessus avec votre thérapeute parce que ça va vous aider à vous repositionner comme celle qui sait et celle qui dit. Vous êtes celle dans le groupe qui dit les choses, même par ce que vous vivez. Et donc vous êtes très importante. Et c'est pour ça que vous leur faites peur et qu'ils vous repoussent, ils vous mettent à distance. Mais c'est important de travailler ça parce que ça va vous aider à reprendre votre place dans le groupe parce qu'elle est très importante. Parce que vous allez les aider à ne pas se cacher parce qu'ils se cachent là. Et c'est pas très bon pour eux parce que vous êtes celle qui est finalement la plus proche de la vérité dans ce que vous me dites. Voyez, et ça s'entend. Vous parlez avec beaucoup d'authenticité. Voyez, vous êtes très clair dans votre ressenti, dans votre façon de dire les choses. Après, je crois que j'ai des valeurs. J'ai une tante qui m'avait dit, mais tu as une élocution,
Et par exemple, j'ai travaillé au salon de l'agriculture, on était 3, on a eu le prix de la communication. Ah oui. Voilà. J'ai étudié quand même. Parce que quand mon papa est décédé, la première chose que ma maman a dit, même si elle s'en souvient pas, c'est vous travaillerez bien à l'école. Et ça m'a marqué. Et en fait, je suis toujours allée à l'école avec cette petite phrase dans la tête et je la remercie du coup. Oui. Mais j'ai un BTS, ok, mais vu que le stress déclenche ma maladie, expliquez-moi un métier qui ne stresse pas. Oui. Hein, moi, j'ai signé 5 CDI dans ma vie. Oui. Donc ça se fait pas comme ça, on nous appelle pas à 8 heures pour venir nous signer un CDI, hein, j'en ai écrit des lettres. Le dernier contrat, c'était de toute façon, vous avez quelque chose à la tête, on peut pas vous garder. Oui. Voilà. Et ma maman m'a dit surtout, tu caches ta maladie au travail. Je peux vous dire que c'est stressant. Ouais. Mais... Je peux vous dire que c'est stressant. Ouais. Et là maintenant, j'ai passé une année sans travailler parce que maintenant j'ai la hache. C'est la première année où je n'ai pas senti de stress. Ah, c'est bien. Mais Anne-Sophie, vous me disiez tout à l'heure que vous parliez beaucoup de vos traitements avec votre thérapeute. Ce serait bien de parler de vous et de votre vie, parce que ce que j'entends derrière ce que vous me dites, c'est que vous, si vous voulez, votre maladie, vous autorisez pas à aller bien, parce que en vous entendant, on a envie de se dire, mais elle va bien. Donc c'est comme si vous étiez obligé de continuer à porter cette maladie pour l'histoire de la famille. Il y a quelque chose à travailler sur le plan familial pour vous en débarrasser, parce que vous êtes pas loin d'y arriver. Enfin, quand on vous entend, vous êtes pas loin d'une guérison, d'aller vraiment bien. Donc il suffirait à un moment donné de dire, c'est pas que mon histoire, c'est celle de mes 2 sœurs et de ma mère, et je leur rends. Vous voyez, délivrez-vous, parce que on sent que vous la portez pour toute la famille. Oui, et que vous portez votre père également. Et ce serait bien de travailler là-dessus avec votre thérapeute. Vraiment, je vous engage à faire ce travail, Anne-Sophie, parce que vous êtes prête là. Vous êtes prête à faire ce travail-là pour lâcher. Vous voyez, il y a toute une partie qui est pas à vous. Mieux dans ma tête, oui, ça, c'est clair. oui. Hein? Mais le truc, c'est la seule chose, c'est que j'ai un traitement fatigant, voilà, niveau professionnel. Mais peut-être qu'en travaillant sur le plan psychologique et sur la parole avec votre thérapeute, vous pourriez baisser le traitement. Il y a peut-être un équilibre à trouver, ça, non? C'est pas gagné. Hein, oui. Parce que moi, je croyais qu'on allait baisser le traitement. On m'a dit on en reparlerait dans 1 an minimum. Oula. Oui, non, mais c'est un traitement, c'est une piqûre, je veux pas dire de nom ni quoi que ce soit, mais normalement c'est 5 ans pour stabiliser. Là, je suis à 7 ans et on parle d'1 an pour... là, il y a 2 ans minimum. Et il y a aussi ce qui me travaille, c'est qu'avec ce traitement, je peux pas avoir d'enfant. Et là, paf, on retourne, j'ai 31 ans, hein, donc il y a ça qui me travaille aussi. Et quand j'en parle à la psy, il dit, mais ça, on peut rien faire, hein. Le traitement, c'est le traitement. Oui, mais la parole, c'est important. Enfin, le psy devrait entendre ça aussi, non? Bah oui. Ouais, essayez peut-être. Elle a été 10 ans médecin généraliste, elle est très forte au niveau caché, quoi. Mais c'est un psychiatre, hein, c'est pas un psychologue. Bah oui, je comprends. Et si en parallèle, enfin, je sais pas si vous avez la possibilité de travailler en parallèle avec un thérapeute par la parole pour avancer, peut-être ça peut vous aider. Lui demander, Oui, essayez. Hein? Bon courage, Anne-Sophie. Bon courage. Merci de votre appel. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Let's stay together, Seal. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sophie. Bonsoir. On s'était parlé il y a plusieurs mois. Oui, cet été. Cet été, exactement. Oui. Je vais vous rappeler mon histoire en 2 mots. Oui. Enfin, vous l'avez peut-être lu. J'ai 51 ans, j'ai rencontré une jeune femme étudiante russe à Paris, de 22 ans, ma cadette. Et depuis cette période-là, je vais de mal en pis. De mal en pis, oui. Voilà. Je l'ai quittée à 3 reprises, on est revenus ensemble, et là, on s'est quitté définitivement. Enfin, on s'est quitté fin octobre. Alors j'avais été hospitalisé en clinique l'année dernière au mois de décembre, toujours, par rapport à ça, parce que je suis marié, j'ai 3 enfants. Oui. Et intellectuellement, je me battais en fait à savoir qu'est-ce que je devais faire. Donc la pression était tellement forte que j'avais été obligé de rentrer en clinique pour faire un petit peu le point sur tout ça. Oui. Mais l'hospitalisation n'avait pas servi à grand chose parce que j'étais resté en contact avec elle.
Mais parallèlement, vous voyez un thérapeute ou... Oui, je vois un psychiatre. D'accord. Voilà, je vois un psychiatre. Donc j'ai quitté cette jeune femme. On était sur Paris, donc on est revenu en province ensemble. Et tout en étant marié, enfin, vous avez quitté votre femme ou vous en êtes où du côté de votre couple? Allô? Oui, je vous entends loin, Pierre. Oui. Et je disais, vous êtes toujours avec votre femme? Oui. Alors ma femme, elle a accepté, parce que je pense qu'elle m'aime beaucoup. Elle est au courant donc. Oui, elle est au courant. 2 mois après, en fait, 2 mois après, avoir rencontré cette jeune femme. J'ai rencontré en avril de 2010. Et donc, ma femme est au courant à partir de juillet 2010. Et donc, elle a accepté, oui, plus ou moins, parce qu'elle pensait que c'était une aventure comme ça et que ça ne durerait pas longtemps. Et qu'elle a vu que j'étais très très mal et que j'étais de plus en plus mal. Et donc, elle me disait qu'elle ne me quitterait pas tant que je serais dans un état aussi pitoyable. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, la situation n'a fait que se dégrader. Je prends de plus en plus de médicaments, de traitements. J'ai du mal à rompre parce que cette personne est un peu perdue financièrement, perdue aussi parce qu'elle connaît personne où elle habite. Donc en fait, on s'est quitté fin octobre, mais je suis toujours en contact avec elle et on se voit 1 fois par semaine à peu près. Oui. Je lui apporte toujours mon soutien financier, administratif. Oui. Et là, en fait, j'ai toujours des problèmes à savoir qu'est-ce que je fais. Et parfois, j'ai souvent des idées noires, à savoir que la meilleure solution pour moi, ce serait peut-être un choix radical. Donc mon médecin psychiatre, voyant ça, pour me mettre à l'abri, a souhaité que je rentre à nouveau en clinique au mois de janvier. Oui. Mais là, je me pose la question, est-ce que je dois y aller? J'ai vu cette jeune femme hier, elle me dit, non, on n'y va pas, ça ne te servira à rien. Et aujourd'hui, parfois elle me répond au téléphone, parfois elle me répond pas. J'ai l'impression qu'elle joue avec moi, mais malgré tout, je l'accepte. Voilà, et là je suis complètement désemparé. Est-ce que je dois vraiment rentrer en clinique ou pas? Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans le travail que vous faites avec votre psy, mais il y a quelque chose qui m'apparaît là en vous écoutant, c'est que cette jeune femme, quand elle a débarqué dans votre vie, a réveillé quelque chose en vous, puisque c'est de là qu'ont commencé votre mal-être, en fait. Hein, c'est réveillé, hein, elle a réveillé un mal-être. Ça s'est accentué parce que j'ai des problèmes quand même depuis plusieurs années pour des problèmes liés à une perte de travail. Voilà. Et donc j'étais déjà en mal-être, mais qui n'a fait que s'accentuer. Qui n'a fait que s'accentuer. Donc il y a quelque chose chez elle qui touche quelque chose chez vous. Vous voyez, c'est pas elle, c'est quelque chose qui touche quelque chose chez vous, qui révèle, qui crée une résonance, et alors déjà ça, il faudrait arriver à démêler, à savoir quoi. Et puis quand vous me dites, elle me dit de pas aller en clinique, mais c'est pas à elle de décider, parce que vous voyez, il y a comme un espèce de lien particulier où vous êtes donc un soutien pour elle, mais elle veut être un soutien pour vous, mais en même temps vous avez votre femme qui vous soutient. Vous voyez, il y a une espèce de trio là qui est pas clair et pas bon pour vous, puisque vous êtes écartelé entre finalement d'une part ces deux femmes et puis vous-même. Enfin, vous voyez, alors et ça crée un grand vide quand on n'arrive pas à se retrouver en soi-même. Vous n'arrivez pas à vous retrouver finalement. Non, puis cette jeune femme est d'origine étrangère, ce qui complique aussi beaucoup les choses. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous apporte? En quoi elle est importante pour vous, Pierre, cette jeune femme? Elle m'apporte la jeunesse, voilà. Oui. J'ai une grosse angoisse de vieillir, de la mort, et en fait, en étant avec elle, je me sens plus jeune. C'est peut-être absolument ridicule ce que je dis. Hein. Vous avez des enfants, Pierre? Oui, j'ai 3 enfants, oui. Qui ont quel âge? J'ai un de 25 ans et 2 de 20 ans. Avec des enfants... 3 garçons. Ouais.
Parce qu'il y a de quoi se sentir jeune en faisant des choses avec ces garçons de 20 ans aussi. Oui, aussi, tout à fait. Oui. Il n'y a pas qu'une jeune femme, voilà. Oui, mais non, mais je comprends. Tout le monde a toujours déconseillé cette relation qui était, pour certains, perverse. Perverse. Beaucoup disent qu'elle est attirée financièrement. Moi, je ne sais pas. Si elle dépend de vous et que vous l'aidez et que ça lui évite de se prendre en charge, ça peut être possible. Après, vous avez aussi créé, vous avez fait en sorte de créer sa propre dépendance à vous voyez. Donc vous êtes ensemble dans cette dépendance-là. Oui, tout à fait. Vous l'avez voulu qu'elle soit dépendante aussi, donc vous l'avez attachée comme ça. Vous avez cherché à vous l'attacher d'une certaine manière. Alors, d'une certaine façon, oui. Mais c'est intéressant quand vous parlez de... vous avez 50 ans, beaucoup d'hommes à cet âge-là, et personne, a envie de vieillir. Et quelquefois, en rencontrant quelqu'un de plus jeune, on a l'impression qu'on recule. Bon, c'est classique, mais c'est un leurre en même temps. Et vous le savez, puisque vous en parlez, donc vous en avez conscience. Mais en même temps, c'est un peu court quand vous me dites, elle m'apporte la jeunesse. Vous voyez, elle déclenche autre chose chez vous pour vous mettre comme ça en abîme. En plus, vous vous éloignez de ce que vous avez construit, de votre femme qui vous soutient, donc de valeurs qui sont fortes. J'imagine que votre femme souffre beaucoup de cette situation. Ah oui, tout à fait. Mais moi, il n'y a pas que la jeunesse qu'elle m'apporte. Je me sens utile à quelque chose. En fait. Oui, je comprends. Je l'aide de différentes façons. Et j'ai l'impression de servir à quelque chose. C'est absolument bizarre comme raisonnement. Mais vous servez auprès de vos enfants et auprès de votre femme, vous voyez. Il y a des êtres qui vous aiment et qui vous ont choisi et dont vous êtes le père et le compagnon. Et pour eux, vous avez le sentiment de compter aussi et d'être utile ou pas tellement dans votre famille? Moins. Ah, voilà. Beaucoup moins, oui. J'ai pas, ma femme, elle a su gérer mon absence pendant 1 an, mes enfants sont grands, donc se gèrent tout seuls. Oui. Que cette jeune femme a du mal, je pense qu'elle a du mal, et je crois qu'elle a du mal, effectivement, parce que je l'aide beaucoup quand même, dans ses démarches, etc. Je suis un soutien pour elle, et elle est consciente de ça, mais... Et là, j'ai l'impression d'apporter quelque chose à quelqu'un. Oui, une utilité de vie, alors, c'est ça, en fait. Mais bon, cette relation est très compliquée, parce que quand on se voit, c'est... et je sais que, par ailleurs, elle cherche quelqu'un sur des sites de rencontres. Oui, elle cherche à vous remplacer. Voilà, oui, mais elle est d'accord qu'on se rencontre aussi régulièrement, quoi. Donc c'est très ambigu et ça me déstabilise complètement, quoi. Oui, c'est normal que ça vous déstabilise complètement parce que vous êtes très lucide en même temps. Vous voyez, quand vous en parlez, vous savez que tout ça c'est un leurre, que vous avez créé votre propre dépendance à elle avec l'aspect financier et que finalement ce vide dont vous parlez, elle le remplit absolument pas. Au contraire, elle continue à le creuser encore plus. C'est pour ça que vous êtes au bord de l'abîme. C'est que votre vide, vous inconsciemment et même dans votre corps, dans le ressenti que vous en avez, vous ne le comblez pas du tout. C'est l'inverse. Elle pioche dedans et elle le creuse. Donc vous êtes encore plus mal. Et plus ça va, plus vous êtes mal. Pierre, il y a d'autres moyens de remplir le vide qu'on a en soi. Il est de se tourner vers ses proches, de regarder la vie autrement, de regarder en soi aussi, de regarder son propre vide en soi. C'est ça le travail que vous devriez faire avec votre psy. Mais cette relation... finalement, elle vous met encore plus mal parce qu'inconsciemment, vous savez qu'elle est rien. Enfin, vous voyez, elle n'apporte pas du bon. Voilà, oui, je sais que ça n'apporte pas du bon. Ça me déstabilise complètement, mais je suis comme addict en fait à cette relation. Oui, c'est ce que j'entends, Pierre. Oui. Mais voyez, votre lucidité là que vous avez ce soir à l'antenne devrait beaucoup vous aider parce que une addiction. Ça se travaille. Enfin, on peut la lâcher ou la lâcher pour une autre un peu plus saine.
mais il y a plein de façons de remplir le vide qu'on a en soi et qu'on a tous, hein, malgré tout. Hein. Il y a Lily qui vous dit ce n'est pas la relation avec cette jeune femme qui pose problème, mais l'image que vous avez de vous, et cette femme comble un vide dans votre vie. Oui, parce que j'ai l'impression d'être utile, et que ma vie serve à quelque chose. Oui. Et qu'on s'intéresse à moi. Oui, et qu'on s'intéresse à vous. Ben oui. Et c'est pas pour rien que je suis aussi photographe par ailleurs, quoi, pour avoir une certaine reconnaissance. De capter les regards. Voilà. Et je sais, cette relation, me perturbe complètement, quoi. Et ce qui me fait peur, le médecin m'a proposé de rentrer en clinique pour un mois, en mois de janvier. Mais j'appréhende beaucoup d'y aller parce que je sais que je ne pourrai plus l'aider pendant mon absence. Et donc vous avez peur de la perdre. Et voilà. Mais oui. Et elle peut-être, donc, dans un certain sens, elle ne veut pas que j'y aille. Aussi parce que je ne serai plus présent, quoi. Vous pourrez plus l'aider. Oui. Mais vous voyez, Pierre, il y a quelque chose. Si votre psychiatre vous propose ça, c'est qu'il vous propose ça pour vous protéger. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, oui. Oui, c'est ce que je comprends. C'est une protection, parce que là, vous n'êtes pas protégé du tout. Parce que vous risquez de sombrer. Elle va se débrouiller. C'est vrai, peut-être vous risquez de la perdre, mais c'est peut-être ce qui peut vous arriver de bien. Et puis votre femme, elle vous a pas lâché quand même. Faut voir ça, hein, ah oui, Pierre. C'est important, ça. Et elle est toujours présente, quoi. Elle est toujours là, voilà, quoi, prête pour m'aider, etc., quoi. Donc. Cette jeune femme n'habite pas dans la même ville, elle habite à 60-70 km de mon domicile, donc voilà. Je reçois un SMS intéressant pour vous, Pierre, qui vous dit, il n'est pas signé, cet homme ne s'identifie que grâce à ce qu'il fait. Sa perte d'emploi l'a engouffré dans un anéantissement. Cette jeune femme lui figure une résistance à cet anéantissement-là. Sans doute que le départ, vous en avez parlé tout à l'heure, la perte de votre travail, vous avez dû être en perte d'identité. Ah oui, tout à fait, oui, parce que j'étais victime de harcèlement. Ah oui. Et donc j'ai perdu, en fait, en perdant mon travail, j'ai tout perdu, quoi. Ma maison, etc. Tout ce qu'on peut rencontrer, que tout le monde rencontre, souvent suite à la perte d'un emploi. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de mal. Ça a eu lieu il y a 8 ans, donc c'est pas 8-9 ans. Et donc, en fait, je me suis jamais remis de ça, quoi. Ouais. Et là, à cette époque-là, vous n'êtes pas fait aider à ce moment-là? Si, mais ça vous a pas aidé. Plus ou moins, quoi. Oui. Mais j'ai jamais réussi vraiment, à faire le deuil de mon ancien travail, quoi. Parce que c'est pas vous dites j'ai tout perdu. Alors, je reprends votre phrase. Non, vous avez perdu tous vos repères et des biens matériels, mais vous avez gardé l'essentiel, c'est-à-dire votre famille, des proches qui vous sont restés fidèles. C'est très important, si Pierre, à considérer. Et puis il y a la vie en vous. Il y a votre corps qui vit, il y a votre santé, il y a votre énergie, il y a ce qui vous habite. Et ça, c'est important de le ressentir. On n'existe pas que dans le regard de l'autre. On existe en soi, en tant qu'être vivant. C'est pas l'autre qui nous fait vivre. C'est vous qui vivez. Moi, je vis à travers elle, quoi. Ouais. Mais et quand je n'ai plus de contact, soit volontaire de sa part ou involontaire, je ne sais pas, je suis complètement perdu, déstabilisé, quoi. Ouais, il faudrait continuer à creuser, vous voyez, avec votre psy, le rôle qu'elle joue, à quoi ça vous renvoie, qu'est-ce qui est... vous avez dit tout à l'heure le mot d'addiction, je pense qu'il est très fort. Dans une addiction, on se fait du mal, hein, on se fait du mal. C'est pas un bon objet pour vous, vous voyez, cette jeune femme-là. Non, je me rends compte que, de toute façon, vu qu'on s'est quitté à plusieurs reprises et qu'on est revenu, je sais qu'il n'y a pas d'issue, quoi. Mais malgré tout... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il n'y a pas d'issue? D'issue, de fonder quelque chose ensemble, parce que son rêve, c'était de fonder quelque chose avec moi, d'avoir des enfants, etc., quoi, de fonder une famille. Voilà. Et... moi aussi, je l'espérais à un moment donné, mais après, je me suis aperçu que c'était compliqué parce qu'elle est un peu immature, elle est un peu jeune de caractère malgré son âge, parce qu'elle a 29 ans, mais il y a quand même une différence d'âge, de culture, de choix de vie aussi qui est différente.
malgré tout, je me suis attaché quand même à elle et elle accepte qu'on se voit malgré tout, quoi. Oui, mais j'ai le sentiment que c'est vos deux névroses qui s'accrochent l'une à l'autre. Vous dites, elle est mature, elle a pas l'air bien, elle non plus, et Non, les promesses pas, qu'elle vous fait vous rassurent et vous aident parce que vous avez envie d'y croire. Vous voyez, c'est que juste vous avez envie d'y croire. Mais ça ressemble à rien tout ça, Pierre. Ça ressemble à rien, alors que vous construit une vie avec des... Ils vont bien, vos fils, ça se passe bien pour eux, vous avez une belle relation avec eux? Moyennement, depuis 1 an et demi, quoi. J'avais un de mes fils qui était atteint de phobie sociale, et il arrive à s'en sortir maintenant, depuis 5-6 ans. C'est arrivé comme ça brutalement à 16 ans. À 15 ans, et maintenant il arrive à s'en sortir, mais la relation est très compliquée parce qu'ils savent que quand je quitte mon domicile, que je vais dans une autre ville, c'est pour rencontrer cette jeune femme. Oh là là. Donc évidemment c'est très compliqué. Quand je suis au téléphone, il suppose que je lui parle. Mais voyez Pierre, on souffre aussi beaucoup de faire souffrir ses proches et ceux qu'on aime. Vous croyez pas que tant de souffrance autour de tout ça, alors que vous avez encore une fois une femme qui est restée votre soutien, des enfants, enfin c'est comme si vous infligiez à vos proches que vous infligez à vous-même, vous infligez beaucoup de souffrance, vous voyez, à vous et à ceux qui vous aiment. Il y a quelque chose là qu'il faut absolument que vous travaillez. Il y a Nadège qui dit souvent vouloir mourir, c'est retourner la colère que l'on ne peut pas dire contre soi. Il y a peut-être beaucoup de colère où vous en voulez, où il y a beaucoup de choses. Il y a Cathy qui demande si vous avez une intimité avec votre femme. Épisodiquement, oui. Mais bon, ça peut se comprendre aussi. Avant, c'était aussi... elle a un métier aussi très difficile. Puis elle est fatiguée aussi après son travail, donc c'est très compliqué. Voilà, quoi. Mais bon, ça se comprend aussi. J'étais avec une autre femme pendant 1 an et demi, donc ça va pas revenir comme ça. Oui. Sachant que y a toujours quand même quelque chose, et elle sait très bien, quoi. Et moi, je pense que, c'est un bien que j'aille dans cette clinique, mais j'appréhende beaucoup. J'ai très peur d'y aller, quoi. Oui, voilà. parce que vous risquez effectivement de mettre un terme à la relation. Mais je pense comme votre psychiatre, c'est-à-dire je pense qu'il faut là vous protéger d'elle et ce sera la protéger elle aussi. Cette relation ne mène nulle part et n'est ni bonne pour vous ni pour elle. Vous dites je suis utile, je lui fais du bien. Non, vous pouvez pas lui faire du bien. Elle est mal, vous êtes mal, vous êtes trop mal pour faire du bien, vous voyez. Oui, on est mal tous les deux. Ouais. Elle aussi est mal, quoi. De cette relation qui, elle aussi, sait que ça mènera nulle part. Ouais. Mais on s'aide mutuellement. Oui, elle m'aide par sa présence et moi je l'aide d'autres. Voilà. C'est comment dire un leurre, c'est-à-dire que vous vous aidez sur un plan, là vous l'aidez elle sur le plan matériel et elle vous aide par le simple fait d'exister et d'être jeune, et d'avoir besoin de vous. Mais ça c'est pas de l'aide, ça, Pierre, dans la vie. L'aide, quand on dit aider quelqu'un, c'est une aide de cœur à cœur, vous voyez, il n'y a pas d'aide de cœur là dans votre relation. Il n'y a pas un soutien. Votre femme vous aide plus finalement, puisqu'elle est là, elle est près de vous. Il y a peut-être plus d'aide que vous ne voyez pas chez votre femme, que chez cette jeune femme. C'est pas une aide, elle vous renvoie juste un sentiment de chevalier qui monte au front et qui fait un chèque et qui l'aide. Vous voyez, là, c'est juste que c'est une surface, c'est de l'ego. Elle vous aide pas, elle vous donne un sentiment d'existence par votre ego. Elle vous conforte en tant qu'image de vous-même, en tant qu'homme. C'est de la surface, c'est pas de la profondeur. C'est pour ça que vous avez un tel vide à l'intérieur de vous. C'est du ripolin, c'est de la façade, tout ça. Il y a rien à l'intérieur. C'est bien. Et parce que vous savez ça inconsciemment, ça vous dévore, ça vous fait souffrir. C'est comme un alcoolo qui prend un verre d'alcool, il sait qu'il sera pas plus heureux, il sait qu'il se détruit. Quand on prend de la drogue, on sait qu'on se détruit. Vous voyez ? Quand je vais la voir, j'ai besoin d'aller la voir,
Mais quand je reviens d'aller la voir, je suis extrêmement mal, quoi. Oui. Oui, parce que vous n'y avez pas trouvé ce que profondément vous cherchez. Et vous cherchez bien au-delà Bien sûr, vous cherchez une aide. Vous avez besoin d'une aide et vous le dites. Et ça, c'est vrai que vous en avez besoin. Mais vous la regardez pas là où elle est, l'aide. Et vous ne la cherchez pas là où elle se trouve. Voyez, vous vous trompez de chemin. Et c'est pour ça que quand vous revenez, vous êtes si mal. Vous avez pris le mauvais chemin. C'est douloureux de prendre un mauvais chemin. Ouais. Toujours. Donc, il y a un joli texto qui arrive. Pierre, cessez de jouer à la roulette russe. Oui. Le jeu de mots est... Ouais. C'est vrai, vous jouez à la roulette russe. Ouais, gardez cette image-là. C'est important parce qu'il y a quelque chose de mis en danger de vous dans ce que vous faites et dans cette relation. Vous vous mettez en danger. C'est pour ça que votre psy vous dit d'aller en janvier en clinique. C'est que là, vous êtes en danger, Pierre. Je sais que je me mets en danger, mais j'ai du mal à, malgré mon âge... C'est attirant le danger, oui. À me raisonner, quoi. Et je sais que en allant la voir, je sais qu'en revenant, je serai très très mal, quoi. Et elle aussi est mal après, mais bon, parce que c'est une relation très ambiguë, très compliquée. Qui fait pas de bien. J'ai des sentiments pour elle, mais c'est une relation très complexe en fait. Oui. D'amitié, de paternelle, etc. Donc c'est pas simple comme relation et c'est ça qui me perturbe, je pense aussi beaucoup, quoi. Oui, puis encore une fois, ça mélange beaucoup de choses, mais beaucoup de choses en surface. Il y a Lily qui dit vous avez besoin d'avoir une image positive de vous et cette jeune femme ne vous y aide pas, bien au contraire. Oui, je pense que c'est un leurre. Ouais, c'est un leurre. Et le leurre, c'est douloureux, les leurres. Oui, mais bon, peut-être parce que dans l'enfance, j'ai pas eu... mes parents m'ont jamais... dit de choses positives sur moi, même encore à l'heure actuelle par rapport à mon travail annexe de photographe, parce qu'un travail annexe, ils sont complètement indifférents, et là, pour une fois, je rencontre quelqu'un qui est intéressé par ce que je fais, et voilà, c'est encourageant, quoi. Je sais que ça me détruit, mais ça m'encourage aussi d'une certaine façon. Mais oui, on a tous besoin de reconnaissance, mais l'important, c'est de vous reconnaître, vous, en tant que photographe, et pas l'extérieur. Vous savez, beaucoup de réponses à nos souffrances aujourd'hui sont à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. On est trop toujours à chercher, à quêter dans le regard de l'autre notre valeur. Alors c'est vrai quand on a un petit enfant, mais une fois qu'on est un adulte, on peut plus l'attendre. Si elle nous arrive, c'est cadeau, c'est tant mieux. Bien sûr que c'est du bonheur, mais plus on la cherche en l'autre et plus on se perd dans l'autre. C'est Narcisse, c'est Narcisse qui se regarde dans l'au-delà, qui finit par tomber. C'est une belle Narcisse, votre jeune fille russe là. Puis vous plongez, vous la regardez, puis vous plongez, vous noyez dans le lac. Mon m'a dit qu'elle avait peut-être des troubles narcissiques. Mais voilà, c'est ce que je comprends aussi. Alors je ne sais pas si le médecin m'a bien fait de me dire ça, parce que ça m'encourage en fait à la soutenir, quoi. Ça m'encourage pas, mais ça m'incite à la soutenir, vu qu'elle a des difficultés peut-être psychologiques, voilà. Oui, c'est comme si vous alliez soigner les vôtres en soignant les siennes. Bah non, ça marche pas comme ça. Oui, bah oui. Souvent c'est comme ça. On se dit, on est soi-même pas bien, mais on va aider les autres. Et puis, non, c'est quand on va bien qu'on peut aider les autres, Pierre. C'est pas quand on va mal. Ouais. Sinon ça s'auto-alimente et puis ça augmente. Ça ne fait qu'augmenter la pathologie, parce que deux pathologies qui se rencontrent, elles s'additionnent comme des vitesses, donc ça augmente. Et là, elle est ni bonne pour vous, ni vous êtes bon. Il faut que vous sortir peut-être déjà, dans un premier temps, vous sortir de la tête que vous êtes bon pour elle et qu'elle est bonne pour vous. Il y a peut-être déjà rien que de faire ce pas-là. Et reprenez l'image que vous m'avez donnée tout à l'heure d'addiction. Vous savez très bien que dans une addiction, quelle qu'elle soit, on se fait pas du bien. Donc vous savez que vous vous faites pas du bien. Et ça, déjà, ça va être un premier petit pas. Quand vous aurez une vraie conscience, et vous l'avez, parce que vous le dites très 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 bien ce soir. Simplement, peut-être que c'est bien que je vous le dise aussi et que vous l'entendiez. Oui, bien sûr. Parce que, et pas seulement aussi du psychiatre. Donc c'est bien que vous appeliez, mais il faut vraiment vous là pour le coup, changer vos lunettes, regardez la situation autrement et telle qu'elle est. Je pense que je vais droit dans le mur. Oui, effectivement, si je continue
parce que mon état psychique se dégrade de toute façon et voilà, ça devient invivable pour moi, quoi. Pour mon entourage, mais pour moi aussi, quoi. Et de vivre comme ça, d'attendre, de vivre à travers elle, c'est très... Enfin, ça détruit complètement, quoi. Ouais. Bah Pierre, écoutez votre psychiatre, continuez à travailler travailler sur vous, essayez de prendre un peu de soin de vous, hein. Ayez ce courage là, pour le coup, de ne plus l'avoir, hein. Comme une addiction, renoncez, sevrez-vous, et puis allez en clinique début janvier. Vous protéger, ça me paraît très important, Pierre, pour vous et pensez à votre famille, d'accord? Ouais, d'accord. Bon courage, Pierre. D'accord. Merci. Bon courage. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Un cœur comme le mien, Axel Red. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sophie. Alors je vous téléphone, je vous ai déjà téléphoné une fois, c'était pendant les grandes vacances, je crois. Ouais. Voilà, c'est un peu la suite de ce qui s'est passé, je vous tiens au courant. Oui. Alors, simplement pour vous dire que j'ai passé un formidable Noël, je vous avais téléphoné déjà une fois en vous disant que j'avais connu l'inceste. Et puis je m'en étais bien sortie. Avec votre frère, hein, c'est ça? Avec mon frère, c'est ça. Et puis l'ennui, c'est que j'avais un peu peur pour lui parce que lui, il s'en sortait pas du tout, quoi. Il était agressif avec ses enfants. Il était, comment dire, hautain, je sais pas si c'est ce mot-là. Oui, oui. Mais bon, bref, il nous prenait toujours de haut. Et ça allait pas, quoi, ça allait pas. Il gueulait après les parents, il était nerveux. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être une chose à faire. Et je trouvais pas ce qu'il fallait faire. Et puis c'est lui qui m'a donné lui-même sa solution. Oui. C'est-à-dire que je lui ai téléphoné un soir. Et je lui ai dit, voilà Stéphane, je m'excuse de m'être étalée comme ça en public, quoi, devant mes parents en tout cas. Et d'avoir dit les choses telles qu'elles se sont passées. Ça t'a fait mal, d'accord, mais écoute, excuse-moi, quoi. Et puis au bout d'un moment, il a dit, écoute Sandrine, je regrette vraiment de tout ce qui s'est passé, quoi. Et là, j'ai senti quelque chose qui se passait. Quelque chose, un dialogue. Ah oui, un pardon. Un dialogue. Il a parlé de ses enfants. Il m'a dit qu'il ne savait pas comment faire avec eux, point de vue de leur sexualité à eux, comment faire. Moi j'ai donné aucune réponse parce que je savais pas. Mais bon, c'est à lui de la trouver, la réponse. Mais vous voyez, ça passait. Et puis je suis allée à Noël chez mes parents, là. Stéphane était là, mon autre frère aussi, ma belle-sœur, donc la femme de mon grand frère. Et on a passé un super Noël. Super. C'est-à-dire que au début, j'ai eu peur, quoi, parce que je me disais, voilà, il rigole encore contre son fils. J'aime pas, je m'en vais vite à la cuisine et je dis rien, comme d'habitude, quoi. Et je suis partie à la cuisine, puis ma mère qui est venue à ma rencontre face à moi. Alors j'ai fait demi-tour, et puis je suis retournée à la salle où ils étaient tous. Puis il s'est calmé. Et il n'y a plus eu une seule parole plus haute que l'autre, quoi. Ça, c'est beau, hein. C'est un vrai pardon, hein, qui s'est passé dans votre dialogue avec lui. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je lui avais pardonné, il n'y avait plus de problème. Ouais. Il n'y avait plus de problème. Mais lui, il n'avait pas fait le geste, non pas de pardonner, mais de regretter. Ah, de regretter. Donc de prendre conscience du mal qu'il vous avait fait, de réaliser son acte. Vous l'avez aidé à réaliser la portée, en fait, de ce qu'il vous a fait. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Et je crois qu'il a beaucoup cogité en même temps de me dire ça. Ouais. Et là, ça a passé, quoi. Il y a eu une discussion non pas de grand frère à sa petite sœur,
mais une discussion entre deux adultes, quoi. Responsables. Oui. Sandrine, vous savez, je vais vous quitter parce qu'on va voir le journal, mais on se retrouve juste après le journal de minuit. Hein, je vous dis à tout de suite, Sandrine, à tout de suite. Bonsoir, minuit 7 sur Europe 1. Nous voilà repartis dans la météo de vos cœurs et de vos âmes, comme le disait à l'instant Axel May. C'est très joli ça, la météo de vos cœurs et de vos âmes pour la libre antenne d'Europe 1. Alors encore une heure en direct avec vous sur le 39-21. On échange, on partage, on s'entraide. Bref, on se tient chaud au cœur de la nuit. Vous pouvez aussi échanger avec nous les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1 à l'émission Libre Antenne. La nuit se poursuit avec Assiba et Julie au standard et Fifi aux manettes. Sophie Peters jusqu'à 1h sur Europe 1. Et nous retrouvons Sandrine. Vous êtes là ? Oui, Sandrine. Alors Sandrine, vous nous disiez que vous aviez passé un très très joli Noël avec votre frère qui avait pris conscience en fait du mal qui vous avait fait et d'une jolie rencontre, une belle alliance entre vous ce jour-là. Oui, c'était très beau. Mais vous savez, je voudrais vous dire une chose, c'est quand j'étais toute petite, j'étais énormément jalouse de lui. Et bon, ça s'était pas bien passé, quoi. Mais je vous dis ça parce que je voudrais vous expliquer que la jalousie, il y a plusieurs formes de jalousie. Oui. De jalousie. Il y en a 3. Il y a la positive, la nulle et la négative. C'est-à-dire que la jalousie positive, elle va permettre, bon, toutes les 3 permettent d'évoluer, quoi. Mais la positive, elle va nous dire, voilà, je suis jalouse de lui, je le reconnais, mais c'est bien quand même, c'est bien ce qu'il fait. La jalousie négative, elle va nous dire, je suis jalouse de lui, mais on se rendra même pas compte, quoi. Et puis, on dira, mais c'est un con. Vous voyez ? La jalousie négative. Il y a celle dont on a conscience, vous voulez dire, Sandrine, et puis il y a celle dont finalement on n'a pas conscience et qui nous dévore. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais toutes les 3 nous permettent d'évoluer, quoi. La jalousie nulle, je sais plus comment c'est. Mais j'ai pensé à ça pendant votre journal, quoi. Oui. Alors je vous le dis. Mais bref, toutes les 3 nous permettent d'être ce qu'on est. Et puis, je crois qu'il y en a une qui est la principale, qui devrait être le résultat de toutes les 3. C'est la jalousie positive, quoi. C'est-à-dire celle qui dit, il est différent, lui. Il est différent. Oui, mais on a le droit d'être différent. On a le droit. Vous voulez dire que finalement, on accepte. On accepte. Et puis, on dit, oui, c'est pas plus mal. Il peut être comme ça. C'est beau. Mais ça, c'est plus de la jalousie, Sandrine. C'est la reconnaissance de la différence en admettant que, oui, ça nous chagrine parce qu'on trouve un peu mieux que nous sur certains points. C'est ça. Voilà. Mais en même temps, c'est admettre que l'autre est différent et ça, c'est très important. Mais lui aussi, il a admis que vous étiez différente puisqu'il vous a reconnu en tant que personne, dans ce que vous aviez à dire, dans votre souffrance, dans l'échange. C'est très important ce que vous racontez là parce que vous êtes chacun reconnu comme personne,
comme une personne, vous voyez, et pas comme un objet. C'est-à-dire que quand l'un abuse de l'autre, votre frère a abusé de vous quand vous étiez petite, il a fait de vous un objet. Et aujourd'hui, il vous reconnaît le droit et l'identité d'être une personne, un individu. C'est très important. C'est vrai ce que vous dites. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Oui. Et du coup, ça vous permet de parler d'égal à égal. C'est là où la jalousie, elle s'en va. C'est que tout d'un coup, il y a un égal devant un autre égal. Il y a un être humain devant un autre. Il y a un échange qui est possible, là, du coup. C'est vrai. Votre parole compte tout d'un coup. Vous voyez, votre parole a été entendue, mais non seulement elle est entendue, mais elle lui a permis à lui de modifier son comportement. Donc, ça a donné du poids à votre parole. Elle a compté. Oui, je crois. Ouais. C'est la première fois que je discutais avec lui. Je discutais vraiment avec lui. Et on a eu une bonne discussion. Moi, j'ai coupé court parce que il y avait mon repas qui cuisait, Oui. Mais à part ça, j'ai vraiment apprécié cette discussion qu'on a eue. Puis le fait de me faire confiance, de me dire, Sandrine, moi aussi j'ai mes problèmes avec mes enfants. Je sais pas trop comment le faire, mais puis moi je lui donne pas de solution, J'ai pas à m'insérer là-dedans. Surtout au moment où il m'a pardonné, pas pardonné, mais regretté, J'ai pas à lui donner de solution, surtout à ce moment-là, J'ai besoin de le faire comprendre qu'il faut qu'il réfléchisse aussi. Oui, donc vous êtes chacun a beaucoup apporté mutuellement. Vous l'avez aidé quand vous dites réfléchir. C'est mettre en pensée ses actes. J'ai fait un acte quel qu'il soit. Là pour le coup c'est un acte pas bon, enfin destructeur pour l'autre. Et je réfléchis à mon acte. Et ça fait grandir une personne, un individu. Ça nous fait grandir de réfléchir à nos actes, de se penser. Oui, c'est vrai. Et à la fois de se penser P-A-N et P-E-N, savoir ne pas se blesser, enfin prendre soin de soi, se penser P-A-N-S-E-R et puis se penser P-E-N avec la réflexion qu'on a sur soi. C'est très joli ça, très très joli. Et ça, je suis contente que vous nous appeliez pour nous livrer votre témoignage parce que c'est important votre témoignage. Ça montre, vous voyez, vous témoignez du chemin qu'il est possible de faire dans une famille où il y a un conflit, une difficulté, des rancœurs, de la violence et comment par la parole, par l'écoute et la parole et le partage, on arrive à retrouver du lien. Oui, c'est vrai. Je suis un peu jalouse, là. Oui, jalouse de... Jalouse de qui? De quoi, Sandrine? Oui, de ce que vous dites. Mais non, je vous l'offre, c'est à vous. Oui, c'est votre chemin. C'est une jalousie positive, voyez. Oui. Jalousie positive. Qu'est-ce que vous appelez jalousie, Sandrine? C'est intéressant. La jalousie, c'est quelque chose qui dit qu'on est différent et qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Oui. Et que quelquefois on voudrait être cet autre, alors qu'en fait il n'y a qu'à être soi. Ce qui est beau là, c'est notre dialogue, c'est notre rencontre. Je ne suis là que parce que vous êtes là, vous voyez. En fait, vous voyez, c'est ça qui est important. On est ensemble, mais oui. On est deux. Mais oui. Si moi j'ai pas votre parole, vous voyez, je peux pas dire aussi. Donc vous êtes aussi importante que moi. Oui, c'est vrai. C'est ça la conscience de l'autre. C'est le début de la parole, ça. Oui, du lien aussi. Oui. Et puis de la tolérance, de l'écoute, du fait qu'on est ensemble. La tolérance, vous savez, on n'en fait pas preuve beaucoup. Non, c'est vrai. Je crois que les gens beaucoup à apprendre, à discuter. Et puis, ma foi, si on n'est pas pareil que lui, on accepte quand même. On peut lui donner des routes, des directions. On ne peut pas se permettre de dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, c'est pas possible. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Sandrine. Oui, parce que sinon, c'est une grande violence de dire, je suis comme ça et c'est à prendre ou à laisser. C'est très violent pour l'autre de dire ça. Moi, j'ai été sensible toute ma vie, Mais alors, qu'est-ce que j'en ai bouffé,
J'ai eu très mal toute ma vie. Et franchement, ce Noël-là, j'oublierai jamais, quoi, jamais. C'est formidable, hein. Ouais. C'est formidable ce que ça fait chaud au cœur ce que vous nous livrez ce soir, Sandrine. Merci. Ouais, merci de votre appel. Merci à vous. Et gardez bien au chaud votre beau Noël, hein. Oui. Et merci de nous l'avoir fait partager. Je vous en prie, et puis j'espère que le nouvel an va être bon pour tout le monde. Oui. Merci à vous, Sandrine. Bon vœu également. Merci. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Lucky, Jason Mraz. Yannick, bonsoir Yannick. Oui, bonsoir. Alors, merci d'avoir sélectionné mon appel, tout d'abord. Et voilà, je voulais vous parler d'un problème, d'un sujet qui me trotte toujours dans la tête depuis plusieurs années maintenant. C'était surtout suite aux 3 décès que j'ai eu dans ma famille à partir de 1994. Oui. En l'espace de, on va dire, 6 mois et demi, j'ai perdu 3 personnes très proches. Oui. Et ça a été forcément très très dur. Et le problème, c'est que depuis, j'aurais souhaité être suivi. J'ai jamais osé faire le pas. Tous les médecins traitants avec qui j'ai consulté n'étaient pas forcément pour m'envoyer voir quelqu'un. Ah oui. À mon grand regret. Et le temps passe et de plus en plus, il y a ce manque. Et c'est sans arrêt de plus en plus des images de tous ces moments-là qui reviennent sans cesse. Et très, très, très dur à évacuer, quoi. C'était qui, vos parents, frères et sœurs? Le premier qui est parti, c'est mon père, qui est parti suite à un infarctus foudroyant. Après, c'était ma grand-mère maternelle qui est partie 2 mois après. Et après, j'ai eu mon frère dans un accident de voiture. Donc, ça a été 6 mois et demi très dur. Oui, vous n'avez pas eu le temps, en fait. Vous voyez, chaque deuil est venu renforcer le suivant. 6 mois, vous n'avez pas eu le temps. Et qu'est-ce qui vous a empêché ou retenu dans le fait d'aller en parler à quelqu'un? C'était en même temps peut-être le fait d'avoir tellement eu toutes ces choses-là très très rapprochées, le fait la famille on était très soudés, avec mes frères et sœurs et ma mère qui était encore là aussi, et le fait de vouloir peut-être arrêter justement de parler de tout ça, c'était trop et j'avais peur qu'en allant voir consulter quelqu'un, bon, forcément, ça donne trop d'importance. Voilà. Ouais. Et j'avais peut-être, on ressentait peut-être le besoin justement d'essayer de ne plus en parler justement entre nous. C'est souvent. C'est souvent ce qu'on fait. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours hésité et je repoussais à chaque fois. Oui, parce qu'on croit se protéger en se disant, finalement, moins j'en parle et moins je vais y penser. Voilà, souvent, et en fait, non, c'est l'inverse. Voilà, c'est juste complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. Et du coup, c'est un peu normal que aujourd'hui encore ce soit très présent parce que c'est un traumatisme là, un énorme traumatisme que vous avez vécu. Et comme ce traumatisme, il n'a pas pu se dire et peut-être assez se pleurer. Parce que c'est important, les larmes, hein. C'est ce qui nous permet d'évacuer la souffrance. Si vous avez retenu tout ça à l'intérieur, c'est la cocotte minute, hein, vous savez, ça grossit. Oui, c'est ce que je sens, c'est à l'intérieur, c'est là, tout le temps présent, et on se demande comment pouvoir évacuer ça, comment... Il y a des moments, on a comme une envie d'exploser, il y a des choses comme ça. C'est trop lourd. Où toutes les petites histoires des autres, les petits problèmes des autres forcément nous énerve, donc on a envie d'exploser et de dire non, mais moi c'est ce que j'ai vécu, c'est forcément assez important, il y a toujours plus grave forcément, mais c'est déjà pas mal et on se dit c'est bon, laissez-nous, on a déjà vécu des choses graves, donc... Oui, c'est-à-dire que vous pouvez pas écouter la douleur des autres parce que vous avez pas pu écouter la vôtre. Vous voyez, comme vous avez
pas entendu la vôtre et que vous l'avez pas laissé vous pénétrer finalement, vous avez voulu la contenir un peu à l'extérieur, aux frontières de vous-même. D'abord, elle vous envahit et elle vous empêche d'être en connexion avec d'autres qui souffrent, alors que ça pourrait vous faire du bien. Et que vous voyez, vous pourriez communiquer du coup et qu'après il n'y a pas d'échelle dans la douleur, parce que chaque douleur qu'on vit est énorme pour soi. Donc bien sûr que on va dire perdre un proche ou je sais pas, on a quelquefois des jugements un peu sociaux ou moraux sur des douleurs, mais après c'est ce qui est vécu qui est important pour chacun. Et si vous apprivoisez la vôtre, vous verrez que vous allez rencontrer celle des autres. Certainement, oui. Et c'est peut-être en même temps pour ça que j'avais encore 2 sœurs et un frère qui étaient encore avec moi, et ma mère, mais qui entre-temps est décédée aussi. Oui. Et mais c'est vrai que on s'est un petit peu tous dispersés, quoi. Ça a éclaté la famille, ça a éclaté le lien. Et alors, est-ce que ça a été un besoin aussi de chacun de s'éloigner, alors que je sais qu'eux souffrent certainement autant que moi. Mais voilà, il y a comme une distance, on s'est mis une certaine distance. Oui, parce que vous voir entre vous, si vous voulez, remet cette émotion en branle, en action, parce que vous étiez ensemble aux obsèques, au cimetière, enfin vous avez vécu tout ça ensemble, et quand vous voyez, c'est tout ça qui revient, donc c'est insupportable pour chacun. C'est comme si le fait de vous voir entre vous réactivait à chaque fois, vous voyez, l'émotion du choc. Exactement, oui. C'est ça, oui. Et certainement pour ça que ma sœur aînée, un jour, m'a dit au téléphone, c'est peut-être pas plus mal quand on ne se voit pas ou quand on ne se parle pas. Ah, quel dommage. Et finalement, j'ai pas voulu relever, mais c'était dommage parce que finalement... on ne cède pas les uns les autres. Exactement, Yannick. Exactement. Ça sera toujours comme ça. Non, ce sera pas toujours si un de vous, et peut-être vous en l'occurrence, comme vous appelez ce soir, parce que vous avez conscience en fait du problème, de la souffrance. S'il y en a un dans le groupe qui commence à la prendre en charge pour lui-même, il va aider les autres. Il va permettre aux autres d'y accéder. C'est-à-dire que vous pouvez être un accès pour le reste de la famille si vous accédez vous-même à votre vécu émotionnel. Vous voyez, ça va recréer du lien. Donc essayez de... Il y a Cathy qui dit, vous n'avez pas besoin de l'avis d'un généraliste pour aller voir quelqu'un. Non, de toute façon, non, c'est vrai. Vous voyez ? Alors je comprends que vous en ayez eu un peu peur, parce que on a toujours la peur de se dire, oh là là, si c'est pour se replonger dans la souffrance, je veux pas y aller. Mais c'est pas ça, c'est pas ça d'aller en thérapie ou d'aller parler à un thérapeute, à un psychanalyste ou autre. C'est si vous voulez, oui, d'une certaine manière c'est le revivre, mais sachez que ce sera pas la même émotion et ce sera pas du même ordre. C'est vous aider à traverser. De toute façon, aujourd'hui, la souffrance que vous avez, elle vous coupe les ailes, vous voyez, comme un bel oiseau, vous avez plus d'ailes, quoi. Alors un oiseau qui vole plus, c'est embêtant quand même. Oui. C'est bon. Donc juste ça va repermettre à l'oiseau de reprendre le risque de quitter le rebord de la fenêtre là, et puis de faire quelques envolées, même si bien sûr vous risquez de pleurer, bien sûr que tout ça va se vivre, mais c'est très important de pleurer, Yannick. Je ne sais pas si vous avez beaucoup pleuré, mais c'est très important. Certainement pas autant que j'aurais pu le penser, et autant que j'aurais peut-être dû. J'ai toujours été dans la retenue, mais finalement la retenue, elle m'a pas apporté vraiment que des bonnes choses, parce que c'est toujours là, toujours présent. Et le corps, vous savez, nos émotions, elles sont pas dans notre cerveau, elles sont dans notre corps, elles sont dans notre peau, dans notre âme, et le corps, il est très très important. On l'oublie souvent, mais c'est un véhicule immense pour traverser les tempêtes. Il vous sert, et pleurer, c'est physique. Et quand on pleure, ça veut dire notre corps met en larmes l'émotion qu'il contient, et donc ça va vous soulager.
soulager et ça se traverse une vallée de larmes et le corps doit participer parce que sinon quand je prenais l'image de l'oiseau, c'est votre corps qui devient tout lourd de cette souffrance. Vous voyez? C'est vrai que on le sent, je le ressens. Vous le ressentez. Il y a un poids, il y a un poids, oui, il y a on quelque dit chose d'ailleurs. qui est... Vous savez, on dit oh ça me pèse, j'ai ça sur le cœur, c'est lourd, quand on porte la souffrance comme un gros sac à dos plein de pierres, c'est lourd. Mais peut-être que ma façon à moi, ça a toujours été de toujours avoir l'esprit toujours occupé au maximum, pour toujours cacher sans arrêt cacher cette souffrance en fait. Mais je vois qu'au bout du compte, ça ne change rien. Non, c'est de la fuite, quoi. Voilà, c'est ça, sans arrêt de la fuite. Les hyperactifs connaissent ça très bien. On peut être hyperactif, on s'agite, on a l'impression qu'on remplit de sa vie de plein de choses, on a fait plein de choses dans sa journée et on n'a fait que s'agiter. On n'a pas été là dans ce qu'il fallait se vivre. En fait, c'est comme si l'émotion que vous auriez dû vivre il y a des années, elle n'a pas pu se vivre. Du coup, elle est là à vous rappeler, à vous tapoter l'épaule constamment, en vous disant coucou, je suis là et quand tu t'occuperas de moi, ça ira mieux. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et en même temps, j'en ai bien conscience. Il y a un pas à faire. C'est quoi le plus compliqué dans le pas que vous avez à faire? Qu'est-ce qui vous retient? C'est cette peur, je pense, d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, et de me replonger encore dans cette souffrance, quoi, qui a tellement été lourde que... Mais sachez qu'elle est plus forte et plus grosse aujourd'hui qu'elle ne l'a été sur le moment. C'est-à-dire que toutes ces années lui ont donné une importance colossale, et c'est cette importance que votre mental a donnée à cette souffrance qui vous empêche aujourd'hui d'aller la poser, et que votre peur n'a pas, comment dire, elle est tellement grosse qu'elle vous empêche d'avancer, mais elle n'est rien. C'est-à-dire que quand vous aurez franchi le pas, vous vous direz c'est que ça, c'était rien. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle souvent aussi une résistance. Vous résistez. Vous résistez au fait d'aller bien, parce que il y a toujours, et alors là c'est là où on est quelquefois un peu complexe, mais il y a toujours ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, un intérêt à aller mal. C'est que ça fait, vous dites 94, donc ça fait des années que vous portez cette souffrance avec vous et qu'elle vous tient chaud dans le sens où elle vous tient, vous savez, c'est comme un manteau, quoi, c'est comme une seconde peau. Donc elle est lâchée cette peau, c'est peut-être ça qui vous fait finalement encore plus peur. Vous dites, j'ai peur de revivre l'émotion, mais si ça se trouve, ce qui vous inquiète le plus, c'est de dire, mais je suis habituée maintenant, moi, à vivre avec cette souffrance, et si on me l'enlève, je vais être qui? Je vais être quoi? Ouais, mais c'est certainement ça. Et vous verrez que vous serez toujours. Vous savez, on a peur de perdre son être ou sa foi parce que on s'est habitué à la souffrance, on est presque bien dedans, paradoxalement. Vous voyez? Donc on veut pas la perdre et on se dit, oh là là, non, je vais pas aller la lâcher parce que je vais devenir quoi? Mais vous verrez que vous serez toujours là. Non seulement toujours là, mais même mieux. Mais il faut que je franchisse le pas, quoi. Pensez plutôt que la peur d'aller en parler, pensez plutôt à la peur de la quitter, votre souffrance. Plutôt que de la revivre, moi je pense que vous avez peur de la quitter. Vous avez peur de les quitter aussi, eux. Parce que dans la souffrance, vous êtes reliés à eux. Et vous vous dites, mais alors, si je quitte ma souffrance, je vais les perdre une seconde fois. Mais non, vous allez avoir un autre lien avec eux, qui sera un très joli lien, qui sera un lien apaisé. Vous allez découvrir autre chose. Prenez le risque, Yannick, je crois que ça vaut le coup. Je pense qu'il faut que je le prenne. Oui. Certainement. Oui. Merci de votre appel. Bon courage, Yannick. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Janine. Janine, vous êtes là? Oui. Oui, bonsoir Janine. Bonsoir. Voilà, je vous téléphone parce que j'ai un grave problème. C'est que j'ai un garçon d'un deuxième mariage, quoi, qui maintenant est grand, mais jusqu'à présent,
son père est mort lorsqu'il avait pas 8 ans. Et après, ça a été la galère, quoi. J'ai essayé de l'élever comme il faut, avec des principes, tout ça, parce que, bon, nous étions d'une famille comme il faut. Et mon fils, là, il a passé des... Vous devez avoir un autre téléphone branché, non? Janine, je vous entends avec un écho, là, à l'antenne. Est-ce que vous avez la radio ou allumée, peut-être, à côté de vous, non? Non, c'est éteint. D'accord, alors c'est peut-être votre téléphone. Attendez, non, j'ai pas le micro. D'accord. Oui, alors, voilà, alors, je vais sauter des étapes parce que c'est long. Il a été pris en charge parce que, je l'avais mis au scout parce que, comme il était beaucoup plus jeune que ses frères, il fallait des contacts humains, je l'avais mis au scout, etc. Et il s'était engagé pleinement avec les scouts. Et Janine, là, vous appelez parce que vous avez eu un souci, c'est ça, avec ce fils récemment? Oui. Oui. Vous voulez que j'abrège si vous... Oui, dites-moi quel souci vous avez eu avec lui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était très gentil, très doux, affectueux. Il a connu une fille, il avait, 19-20 ans, et elle voulait un enfant, il lui a fait. Et quelque temps après, comme elle n'était pas tellement stable et tout, il l'a quitté, mais moi je savais pas ce qu'il vivait. À l'époque, il vivait chez elle ou avec elle. Et puis là, après, quelques années après, il a connu donc une autre fille qui est très bien, et que aujourd'hui je les avais reçus pour le repas de Noël. Mmh. Pas le 24, mais le 25, le jour de Noël. Mmh. Donc, comme je suis handicapée, j'ai fait la cuisine et tout, et je vais craquer. Ouais. J'ai fait à manger et tout. Ça s'est bien passé, mais voilà, le problème de mon fils, c'est que tous les matins, il n'arrive pas à se lever. Alors, le lendemain, on a mangé, le 25, et le lendemain, il s'est levé à 6h de l'après-midi. Il travaille pas, Janine, votre fils? Non, il travaille pas. Il a 25 ans? C'est ça? Non. Il a quel âge, votre fils? 30 ans. 30 ans. Oui, et son amie, elle travaille quand elle trouve, quoi. Et donc, il vit chez vous? Et ils vivent chez vous? Problème, quoi. Non, non, ils ont un appartement, mais ils sont venus. Mais à chaque fois qu'ils viennent, je supporte un jour ou deux, mais après, non. Oui, je peux plus parce que il se lève à 6h. C'est trop lourd. Mais oui. Donc si je prépare un repas à midi, ça sert à rien. Et s'il se lève à 6h, à 6h, soit ils mangent pas, ils boivent un chocolat, un lait, et puis ils vont voir les copains. Enfin, je vis une vie infernale. Et aujourd'hui, ce matin, je dis ça peut pas durer, ça. Oui. Ah oui, ça peut pas durer. Elle est... J'ai dit, je vais le faire lever, quoi. Oui. Alors, j'ai ouvert les volets, tout ça, et j'ai dit, écoute, il faut que tu te lèves maintenant. Oui. Oh là là, il s'est mis en colère. Alors, je lui ai dit, mais quand même, tu pourrais te lever, tu gâches tes journées. Et il s'est retourné vers moi, ce qu'il n'avait jamais fait. Et il m'a tordu la main. Et j'ai le petit doigt qui a enflé et tout. Je me suis retrouvée par terre et j'ai pas compris, parce que c'est pas un enfant qui est coléreux, mais non, c'est que vous lui avez mis des limites alors qu'avant vous lui en mettiez pas. Il a pas supporté. Il n'est pas habitué aux limites. Et ce que je ne savais pas. Mais vous dites c'est un enfant. Il a 30 ans, Janine. Il a 30 ans, votre fils. C'est plus un enfant. C'est ça le problème. Mais il se considère comme un petit. Ben oui, et peut-être vous le considérez aussi un peu comme un petit quand vous en parlez, non? Oui, c'est mon petit. Mais oui, bien sûr, dans le cœur d'une mère, c'est toujours son petit, mais
Mais Janine, il a 30 ans et donc il faut qu'il vive sa vie d'homme. Donc bien sûr que dans votre cœur, c'est votre petit, mais dans votre relation avec lui, ça peut pas être un petit. Il faut le mettre en face de ses responsabilités. Il a appris la cuisine, il a appris les métiers et tout. Oui. Mais rien ne lui plaît. Oui, il faut lui botter les fesses à votre fils. C'est pas une histoire d'envie, c'est une histoire de faire bouillir la marmite aussi. Vous voyez, Janine, c'est que c'est pas... S'il attend que ça lui plaise, s'il a des métiers qu'il sait faire, mais si chez maman, c'est facile, il est pris en charge et il est materné, il a pas envie de quitter le nid. Donc vous avez bien fait, Janine, d'ouvrir les volets et de le pousser dehors. Alors, il n'a pas été content, et je comprends que ce soir vous soyez ému de sa violence et de son geste, mais vous pouvez vous féliciter de ce que vous avez fait. Vous avez bien fait. Et il faut continuer comme ça. Il faut le mettre en face de lui. Il me dit, elle n'en peut plus, elle non plus. Comment vous avez réagi quand il vous a fait mal et vous... Qu'est-ce que vous avez dit? Puis après, je sais pas où il est allé, enfin... Je l'ai plus vu, hein. Mais il est venu s'excuser depuis? Sa petite amie m'a consolée. Oui, mais est-ce qu'il s'est excusé, là, ce soir? Non, il est parti. Et vous n'avez pas de nouvelles depuis, Janine? Non, il est allé dans la voiture ou je sais pas quoi. Mais vous communiquez comment avec lui, sinon? Et vous communiquez par téléphone, SMS? Comment vous communiquez avec lui? D'habitude, moi j'ai pas de portable. D'accord. Le téléphone, quoi. Non, mais il faut lui demander de s'excuser, là, Janine. Il doit s'excuser. Il vous a fait mal, il vous a manqué de respect. Il faut que vous vous imposiez, il faut qu'il s'excuse, là. C'est important. S'il se comporte comme un petit garçon, il va falloir se comporter aussi avec lui maintenant. Enfin, il faut que vous l'aidiez à grandir. Et l'aider à grandir, c'est lui mettre des limites. Et là, vous devez lui demander de s'excuser, sinon il vient plus prendre un repas chez vous, Janine. Il vient plus déjeuner chez vous s'il s'excuse pas, là. Ça va être très clair. Parce que c'est vraiment... je l'ai élevé comme j'ai pu. Il m'est arrivé de faire du ménage ou n'importe quoi pour qu'il ait à manger. Enfin, je fais comme une maman fait, quoi. Mais sa violence aujourd'hui, ça m'a... Mais oui, ça vous a déstabilisé. Ah oui, je comprends bien, Janine, mais vous voyez, c'est là où dans votre relation avec lui, c'est un homme qui peut être violent comme un homme et c'est plus un petit garçon. Donc, il faut que vous naviguiez maintenant entre le petit garçon qu'il est quand même tout de même, puisqu'il est encore un peu dans la prise en charge, et puis l'homme qu'il faut que vous l'aidiez aussi peut-être un peu à devenir, et vous l'aiderez beaucoup en étant ferme, en mettant des limites et en vous faisant respecter en tant que mère. Donc là, il vous a blessé, il vous a manqué de respect aujourd'hui, et vous étiez dans votre droit, c'était légitime, et vous avez bien fait. Donc maintenant, c'est pas de déjeuner, tu viens plus chez moi tant que je n'ai pas d'excuses. Ça va être... Vous voyez, Prune vous dit la même chose. Elle dit, soyez ferme, posez vos limites, déposez une main courante, protégez-vous. Alors, je sais pas s'il faut déposer une main courante pour un fils qui vous tend la main, mais peut-être pas. Mais là, Janine, vous tenez le bon bout, vous voyez, parce que vous avez réagi. Donc, c'est bien. Il faut que vous continuiez dans cette voie-là. Et rappelez-lui qu'il a un métier, qu'il sait faire des choses et qu'il va pas attendre que ça lui tombe du ciel tout cru, que ça lui plaise ou pas. Il a une amie, il est papa maintenant, c'est ça? Il est papa oui. Avec la copine avec qui il est maintenant. Oui, faut lui rappeler ses responsabilités de papa aussi. Mais oui, mais le petit, il est dans une famille d'accueil. Oh là là. Oui, parce que la personne qu'il avait... Alors, ce que j'ai appris aujourd'hui, justement... par sa nouvelle amie qui, quand même, ça fait 4 ans qu'il est avec elle. Ce que je ne savais pas, c'est que la maman du petit, donc, ils étaient très jeunes tous les deux quand ils ont eu le petit, elle le réveillait à coups de poing, à coups de pied. Parce que Sébastien... Enfin... Bon, moi j'ai dit Sébastien, c'est vrai que c'est mon fils, mais bon, il a toujours eu du mal à se lever. Mais moi, c'était maman, bisous, maman, allez. Alors je lui disais, lève-toi maintenant, c'est l'heure. Enfin, je le prenais en douceur et tout. Mais je ne savais pas, je l'ai appris aujourd'hui, que cette fille-là où il a eu avec qui il a eu l'enfant, cette femme, elle le réveillait à coups de pied, à coups de poing.
Je sais pas. Et en plein hiver, elle a mis dehors Ouais, alors du coup, il se réfugie chez maman. Enfin, en slip, je sais pas quoi, en caleçon. Des trucs comme ça. Mais j'en apprends tous les jours d'elle. Mais tout ça, il en parle pas, lui. Il souffre et il dit pas. Oui, mais là, vous voyez, dans ce que vous racontez, vous êtes encore en train de le protéger comme un petit garçon, Janine. C'est ça? Mais oui, mais ça va pas, Janine. C'est un homme. Il faut que vous l'aidiez. Il faut que vous l'aidiez à être un homme et pas rester un petit garçon. Mais souvent, je me dis, si, parce qu'il m'a fait des fugues, il m'a fait beaucoup de choses, mais je me dis, bon, s'il arrive, je n'ouvre pas, je serai sévère. Oui, mais regardez, il y a Lily. Oui, Janine, il y a Lily Libellule qui envoie un message pour vous qui dit: j'ai un handicap aussi. Elle doit être ferme vis-à-vis de son enfant, car le problème des enfants est que quand la mère a un handicap, ils se sentent forts et responsables, même si c'est à la fois dur pour eux. J'ai fait la même chose et j'ai demandé à mon fils de partir car il était devenu insupportable. Nous sommes des mères avec un handicap, alors on veut faire le maximum. Mais être une bonne mère, c'est aussi dire à son enfant: tu vas trop loin. Maintenant, j'ai de meilleures relations avec mon fils. Il faut que vous lui disiez qu'il va trop loin. Il va trop loin, Janine, vous voyez. Et Lily vous le dit également. Mais quand il est là, je suis trop faible. Non, mais vous en voulez pas. C'est pas le fait d'être trop faible, c'est que vous voyez, vous l'avez très bien dit et joliment dit, c'est que vous le voyez encore comme un petit garçon et que vous voulez encore le protéger. Vous voyez, il n'a pas besoin d'être protégé. Là, il a besoin d'être poussé en dehors du nid. Il n'a plus le même besoin que quand il était petit. Donc c'est vous qui devez changer la maman en vous, en restant une maman, mais être un peu plus cadrante pour lui. Et ça vous aidera vous aussi à aller mieux, parce que du coup vous en souffrez. Mais oui, j'entends bien. Depuis que son père est mort, je vis que pour mon gamin. Et je crois que je fais tout de travers. Non, vous faites pas tout de travers. Janine, écoutez-moi. Je sais pas. Non, vous faites pas tout de travers. Il y a Lily qui veut vous parler, qui peut vous donner un conseil là. Bonsoir Lily, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Lily. Oui, vous vouliez parler à Janine. Bonsoir Sophie. Oui. Alors écoutez, je n'ai pas vocation universelle pour donner des conseils, mais j'ai un handicap aussi. Et c'est vrai que mon fils était tout pour moi, et c'est vrai que je voulais toujours être la mère parfaite, je voulais toujours faire pour le mieux, Mais il faut savoir quand même que quand on fait ça, nos enfants le ressentent, et quelque part ils sentent à quel point on se donne pour eux. Et à la fois, ils en sont ravis, à la fois ils ont envie d'en profiter un peu, il faut quand même bien le dire. Et à la fois, ils peuvent se sentir aussi devoir de protection, ce qui leur donne un certain pouvoir de domination sans qu'ils le veuillent. Ouais, je crois. Inconsciemment, vous voyez. Et moi, j'ai le même problème avec mon fils, c'est-à-dire que il avait une grande admiration, tout ce que vous voulez, la maman géniale, il me présentait à ce conseiller d'éducation, c'est la meilleure, regardez, c'est ma mère et tout, vous voyez le genre, quoi. Et à la fois, il était dur, quoi, vous voyez. Et il y a un moment, parce qu'il se comportait mal, parce qu'il se croyait tout permis, parce qu'il me parlait n'importe comment, j'ai dit: écoute Eric, merde, j'ai dit non, tant pis. C'est trop tard, je ne peux pas l'enlever. Tu me rends les clés et tu vas chez ta copine, quoi, parce que c'est plus supportable. Parce que je vais laisser ma santé mentale. J'en ai souffert, j'ai souffert le martyre. Je vous jure, j'ai appelé un de mes potes pour me consoler. On s'est bu un petit verre de champagne, histoire de se réconforter, sans blague. Mais toute plaisanterie mis à part, c'est vrai que c'est très dur, c'est un moment très dur. Mais je pense que, je veux dire, il ne faut pas se laisser dominer par nos enfants. Oui. Parce que le handicap peut être aussi facteur de domination et de protection malsaine. Qu'est-ce que vous pensez, Janine? Qu'est-ce que vous en pensez, c'est sûr, parce que je me rends compte que aux copains, aux copines et tout, il dit qu'il adore sa mère, qu'il aime sa mère. C'est vrai. Mais comme c'est vrai. Ouvre pas.
il le prouve pas. Moi, je peux plus balayer, je peux plus passer l'aspirateur, mais il vient, il mange, mais il dirait pas, tiens, je vais t'aider à faire ceci, je vais t'aider à faire cela. Mais pourquoi est-ce qu'il le ferait Non, il faut que je paye quelqu'un pour m'aider. Mais pourquoi est-ce qu'il le ferait puisqu'il a tout votre amour, toute votre admiration quelque part, qu'au fond il n'a aucun effort à faire. Mais attendez, ça l'emmerde de passer l'aspirateur. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Je veux dire, nos enfants nous admirent, nous adorent, tout ce que vous voulez, mais d'une façon un peu égocentrique et un peu égoïste. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Oui, je suis assez d'accord avec vous, Lily. C'est vrai qu'il faut savoir, c'est pas tant se protéger que d'éduquer. Éduquer, c'est mettre des limites, en fait. C'est pas se protéger de ses enfants. C'est mettre des limites qui permettent à l'enfant, lui, de quitter le nid et de se prendre en charge. Donc oui, c'est une façon de fermer quelque part, ou en tout cas de mettre une frontière, de mettre un cadre, si vous voulez, de mettre un contour à la relation, parce que une relation d'amour et d'affection avec des enfants, c'est pas une maison ouverte à tous les vents, voilà. C'est pas tout supporter. Mais attendez, moi, il m'est arrivé d'aller au théâtre. Oui. Je suis rentrée et il y avait tous ses potes et ils se buvaient de la bière et ils se fumaient des bédos et tout ce que vous voulez. Attendez, il y a un moment où on se calme. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Janine? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous dit Lily? De partir, je sais pas où, et de revenir, ça sentait le pastis, ça sentait, je sais pas quoi. Oui, et devant moi, il boit jamais. Jamais. Mais Janine, est-ce que le témoignage là de Lily vous aide et vous renforce? Ah oui. Oui. Ah oui, c'est tout à fait ça. Oui. C'est tout à fait ça, parce que de dire maman. Oui, c'est une bonne idée, Lily, votre proposition. Et tout, oui. Mais il peut y avoir, je sais pas, une toile d'araignée ou de la poussière. Il le fait pas. Moi, je dis aimer, c'est aider. Janine. Alors ça, je vais vous dire un truc, c'est pas vrai. En plus, c'est un petit mâle, c'est le mâle de la maison. Janine, je vais vous proposer à toutes les deux, il y a Lily qui propose que vous poursuivez votre discussion hors antenne, et je crois que vous pouvez chacune beaucoup vous apporter, et puis je pense qu'effectivement Lily, Janine a besoin de vos bons conseils. Donc je vous propose... Moi, j'ai une vieille de 57 ans et mon fils a 28 ans, laissez tomber. Bon, très bien, si ça vous pouvez donner ou soutenir Janine dans le fait d'apprendre un peu à recadrer son fils, c'est une bonne idée. Merci Lily de votre appel. Et Janine, franchement là Janine, maintenant, l'urgence pour vous, là, vous allez continuer à bavarder avec Lily, mais l'urgence, mais demandez des excuses. Janine. Quand j'ai parlé à votre collègue qui m'a questionné là, je pleurais. Mais oui, mais c'est ce que m'a dit Julie. Mais de voir mon fils dans un état comme ça, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Il n'y a rien à comprendre. Et c'est pas vous qui devez comprendre, c'est lui qui il a besoin de coups de pied au cul un peu. Mais oui, mais je sais pas. Je sais pas ce qu'il c'est normal. Vous savez, j'étais aussi désemparée, mais sauf que moi j'ai un sale caractère, quoi. Mais moi aussi. Janine, je vais vous laisser continuer à discuter toutes les deux. Janine, je voudrais que vous demandiez à votre fils des excuses. Et ça doit être votre objectif. Déjà premier, et après vous allez vous faire aider par Libellule dans ses bons conseils. Merci Janine, et merci à Libellule d'avoir appelé pour témoigner et pour aider Janine. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. La balade des gens heureux, Gérard Lenormand. Et puis, je vais en profiter, là il nous reste juste quelques minutes d'antenne avant de se quitter pour vous donner quelques réactions à des histoires que nous avons partagées ce soir, les témoignages des auditeurs. Alors, tout d'abord, Pierre qui s'interrogeait sur le fait d'être ou non hospitalisé. Alors Pierre, je ne sais pas si vous nous écoutez, mais il y a Marion qui vous conseille de vous faire hospitaliser en janvier.
janvier parce que voilà, elle pense que vous guérirez beaucoup plus vite. Par expérience, j'ai pu constater, nous dit Marion, que c'est une façon plus rapide de guérir d'une dépression. J'ai moi-même été hospitalisée pour une dépression il y a très longtemps et Marion nous dit que l'hospitalisation l'a aidé. Et puis également une réaction de Dalia Mara, voilà, qui écoutait le cas de Pierre et qui trouve Pierre, je ne sais pas si vous nous écoutez, que voilà, vous embourbez un peu dans une situation impossible et donc d'arrêter avant d'aller trop loin, que la fille que vous pensez aimer s'en sortira très bien. Sa maison et sa famille sont son lieu de guérison et avec le temps, tout se tassera, surtout s'il se focalise sur d'autres centres d'intérêt. Voilà, Pierre, j'espère que ces messages... Et puis alors, encore des messages pour vous, Pierre. Voilà, Pierre est comme un enfant et a fait de sa femme sa maman qui pardonne tout, mais n'a-t-il pas peur de perdre sa femme plutôt que cette femme russe? Oui, c'est une bonne question que pose Rosia. Et puis également Nicole qui vous dit, Pierre, apportez de l'aide à vos fils, à votre épouse, prenez du temps avec eux, entrez en clinique pour couper les ponts avec cette jeune femme qui vous détruit. Et puis en ce qui concerne Yannick qui voilà avait beaucoup de mal à sortir de tous les décès auxquels il avait dû faire face et toute cette douleur. Il y a Maria qui nous dit, après le décès de ma mère, nous avons été un peu isolés chacun avec mes frères et sœurs, mais si personne ne fait le premier pas, les choses n'avancent pas. J'ai pris l'initiative d'appeler et ensuite tout le monde a appelé. On est unis maintenant. Quand notre mère est partie, on a vécu notre peine chacun de notre côté. Il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Alors Yannick, voilà, on vous souhaite de faire ce premier pas. Je vais vous souhaiter maintenant une très 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 jolie nuit et douce nuit. Et moi, je suis heureuse de vous retrouver demain dès 23h. N'oubliez pas que le standard ouvre à 22h30 et que vous retrouverez Julie et Asiba demain. Bonsoir à vous et à demain.